Plutarque, comment on doit écouter. Je vous envoie, mon cher Nicandre, le traité que j'ai fait sur la manière d'écouter. Maintenant que, sorti des mains de vos maîtres, vous avez pris la robe virile, il faut que vous receviez avec docilité les conseils qu'on vous donnera. Cette indépendance que, par l'effet d'une mauvaise éducation, la plupart des jeunes gens prennent pour liberté, leur impose des maîtres bien plus durs que ceux qu'ils ont eus dans leur enfance. Les passions brisent les chaînes qui les retenaient captives et deviennent leurs tyrans. Les femmes, dit Hérodote, en quittant leurs vêtements, perdent aussi la pudeur. De même, bien des jeunes gens, quand ils quittent la robe de l'enfance, renoncent à la pudeur et à la crainte et remplacent par la licence cette sage retenue qui faisait leur ornement. Pour vous, à qui l'on a souvent dit que suivre la raison, c'est obéir à Dieu même, croyez que le passage de l'enfance à l'âge viril est, pour les jeunes gens sensés, non une entière indépendance, mais un changement de maître. Au lieu des instituteurs mercenaires qu'ils avaient eus jusqu'alors, c'est la raison, ce maître divin, qui devient leur conducteur et leur guide. C'est à dépendre d'elle que consiste la liberté. Celui-là seul fait ce qu'il veut, qui ne veut que ce qu'il doit. Mais les volontés désordonnées, les actions contraires à la raison, ne laissent à l'homme qu'une liberté faible et momentanée, que suit bientôt un long repentir. Des étrangers à qui l'on a donné, dans une république, le droit de bourgeoisie, condamnent ordinairement la plupart des usages qu'on y pratique. Mais ceux qui, dès le premier âge, ont été familiarisés et comme nourris avec ces lois, contents de leur sort, les observent avec plaisir. Il faut donc faire sucer aux enfants, avec des connaissances propres à leur âge, un avant-goût de la philosophie, afin qu'ils entrent, pour ainsi dire, tout apprivoisés par un long usage dans l'étude de cette science. Elle seule peut donner à la jeunesse des ornements de l'âge fait, c'est-à-dire ceux de la raison. Je crois que vous recevrez avec plaisir des leçons dont le but est de former à la sagesse celui de nos sens naturels qui, selon Théophraste, donne plus d'entrée aux passions. La vue, le toucher et le goût font éprouver à l'âme des troubles et des frayeurs moins violentes que celles que lui causent les sons et les bruits qui frappent les oreilles. Mais cet organe est encore plus fait pour la raison que pour les passions. Le vice trouve plusieurs de nos sens ouverts pour se glisser par eux jusqu'à notre âme. La vertu n'a d'autre entrée que l'organe de l'ouïe pour s'insinuer dans le cœur des jeunes gens. Avec quelle attention faut-il donc la conserver pure, en écarter dès l'enfance le souffle corrupteur de la flatterie et la contagion des mauvais discours. Xénocrate voulait qu'on couvrît les oreilles des jeunes gens avec plus de soin qu'on ne faisait celles des athlètes. Ceux-ci, disait-il, n'ont à craindre que des meurtrissures, et les autres trouvent dans des conseils perfides la dépravation de leurs mœurs. Ce n'est pas qu'il leur ordonna de fermer l'oreille à tous les discours, ce qui serait peu différent d'une entière surdité. Il leur conseillait seulement d'en écarter toute parole dangereuse jusqu'à ce que la philosophie y eût établi ses sages maximes, qui seraient comme autant de gardes fidèles destinés à conserver une place trop facile à se rendre. Amasis fit dire à Bias de rendre dans la chair d'une victime ce qu'il croirait le meilleur et le plus mauvais. Le philosophe en ôta la langue, qu'il regardait comme l'instrument à la fois le plus nuisible et le plus utile. Bien des gens, quand ils embrassent des enfants, les prennent par les oreilles et leur conseillent d'en faire autant eux-mêmes quand ils embrassent les autres. Ils leur insinuent par ce badinage qu'ils doivent singulièrement aimer ceux qui leur donnent des avis utiles. Un jeune homme qui n'entendrait jamais des discours propres à l'instruire, non seulement ne porterait aucun fruit de vertu, mais il donnerait nécessairement dans tous les vices. Il verrait sortir en foule de son cœur, comme d'une terre inculte, les plantes les plus sauvages. En effet, ce penchant que nous avons à la volupté, ce dégoût du travail, ne sont pas des germes étrangers jetés dans notre âme par des discours, ce sont des plantes indigènes qui sont en nous la source d'une infinité de passions et de maladies. Les laisse-t-on se répandre en liberté, au lieu de les réprimer et de corriger par une sage culture un sol vicieux? Alors, j'ose le dire, il n'est point d'animal féroce qui ne soit plus doux que l'homme ainsi négligé. Puis donc que l'organe de l'ouïe peut causer aux jeunes gens ou tant de bien ou tant de mal, il leur est essentiel de réfléchir souvent en eux-mêmes et de consulter les autres sur la manière dont ils doivent écouter. Combien de gens se font du tort parce qu'ils veulent savoir parler avant que d'avoir appris à écouter avec fruit?
Il croit que l'usage de la parole demande de l'étude et de l'exercice, et qu'il n'en faut pas pour celui de l'ouïe. Ceux qui veulent bien jouer à la paume n'apprennent-ils pas à recevoir et à renvoyer la balle comme il faut? De même, quand on écoute quelqu'un qui nous instruit, le premier devoir est de bien entendre ce qu'il dit. Le second, d'y répondre à propos, comme la conception et la grossesse précèdent l'enfantement. Les œufs clairs des oiseaux, que le vulgaire croit avoir été produits par le vent, sont des germes imparfaits qui n'ont pu prendre vie. Ainsi, les jeunes gens qui, faute de savoir écouter, ne profitent pas de ce qu'ils entendent d'utile, n'enfantent que du vent dans leurs paroles. Ce sont, dit un poète, de frivoles discours qui se perdent dans l'air. Il n'est personne qui, pour verser une liqueur d'un vase dans un autre, ne les incline tous les deux et n'adapte ensemble les ouvertures afin que rien ne se répande. Mais peu de gens savent ainsi s'accommoder à une personne instruite qui leur parle et lui prêter assez d'attention pour ne rien laisser échapper de ce qu'il dit d'utile. Et ce qui est le comble du ridicule, s'ils rencontrent quelqu'un qui leur fasse l'histoire d'un souper ou d'un spectacle, qui leur raconte un songe, une dispute qu'il vient d'avoir, ils l'écoutent en silence avec l'attention la plus soutenue. Au contraire qu'un homme sensé les prenne à part pour les instruire, les reprendre ou calmer un mouvement de colère auquel ils se livrent, ils n'ont garde de l'écouter. Si même ils espèrent avoir l'avantage sur lui, ils le contredisent avec chaleur, sinon ils s'enfuient pour aller entendre ailleurs des discours frivoles. Leurs oreilles, semblables à ces vases gâtés où l'on ne met que des choses inutiles, se remplissent de tout, excepté de ce qui leur importerait de savoir. Un bon écuyer s'applique à former la bouche de son cheval pour le rendre obéissant au frein. De même, un sage gouverneur rend son élève docile à la raison. Il l'accoutume à beaucoup écouter et à parler peu. Spintarus donnait à Épaminondas cette belle louange qu'il n'avait vu personne qui sût davantage et qui parlât moins. La nature, en nous donnant 2 oreilles et une seule langue, ne nous dit-elle pas qu'il faut plus écouter que parler? Le silence est donc en toute occasion le plus bel ornement d'un jeune homme. Il ne lui convient pas d'interrompre une personne qui parle, de crier pour ainsi dire après chacun de ses mots. S'il n'est pas de son avis, qu'il attende patiemment la fin de son discours, et alors même qu'il ne se presse pas de le contredire, mais d'après le conseil d'Échine, qu'il lui laisse le temps d'ajouter, s'il veut, à ce qu'il vient de dire, d'y changer ou retrancher à son gré. Interrompre quelqu'un, parler en même temps que lui, et ne pouvoir ainsi ni l'écouter ni s'en faire entendre, c'est manquer à toute bienséance. Quand on s'est fait l'habitude d'écouter avec beaucoup d'attention et de modestie, on saisit, on retient mieux ce qu'un discours a de bon et d'intéressant. On discerne plus sûrement ce qu'il a d'inutile ou de faux, et l'on fait preuve d'un caractère ami du vrai, éloigné de tout esprit d'aigreur, d'emportement et de dispute. Il faut donc, pour insinuer dans l'esprit des jeunes gens des maximes utiles, le vider de la présomption et de la vanité, comme on pompe l'air des outres quand on veut y introduire une liqueur. Sans cela, plein d'enflure et de vent, il rejette tout ce que l'on veut y verser. L'envie, toujours accompagnée d'une mauvaise volonté secrète, ne peut jamais être d'aucune utilité. Elle est même un obstacle à tout bien. Mais c'est surtout pour un auditeur qu'elle est le conseiller et l'assesseur le plus dangereux. Rien n'afflige tant un envieux que d'entendre bien parler, et cette disposition lui rend désagréable ou même odieux des discours qui pourraient lui être infiniment utiles. Le chagrin que nous cause la richesse, la gloire et la beauté des autres fait proprement la passion de l'envie. Elle s'attriste du bien qu'un autre possède. Mais se déplaire à entendre bien parler, c'est s'affliger de son propre avantage, car le discours est, pour celui qui sait en profiter, ce que la lumière est pour les yeux. Les autres espèces d'envie sont produites par des affections désordonnées de l'âme, qui leur sont analogues. Celle qu'on porte à un homme qui parle bien a pour principe un vain désir de gloire, un amour injuste de la supériorité. Et tels sont ses effets sur celui qui en est possédé, qu'il ne saurait prêter à ce qu'on dit la plus légère attention. Le trouble intérieur qui l'agite distrait à tout moment ses pensées. Il examine sa propre capacité, la compare avec le talent de celui qui parle pour voir s'il lui est supérieur. Il observe les assistants, il étudie leurs dispositions. Les voit-il admirer et applaudir? Ces éloges qui l'humilient lui font concevoir contre eux un secret dépit. Il oublie tout ce qu'on dit à mesure qu'il l'entend, parce que le souvenir l'en afflige. Il
tremble que ce qui va suivre ne soit encore meilleur. Il n'est jamais si pressé de voir finir le discours que lorsqu'il est plus intéressant. À peine est-il terminé que, sans penser un instant à ce qu'il vient d'entendre, il ne s'occupe qu'à reconnaître de quelle manière les auditeurs sont disposés, à compter pour ainsi dire leur suffrage. En voit-il qui louent l'orateur ? Il les évite, il les fuit avec une sorte d'emportement. En est-il qui le blâment, qui prennent de travers ses paroles ? C'est à cela qu'il court avec empressement, c'est avec eux qu'il fait société. S'il ne trouve rien à reprendre dans le discours, il compare l'orateur avec d'autres plus jeunes que lui, qui se sont exercés sur le même sujet et l'ont selon lui traité d'une manière bien supérieure. C'est ainsi que sa jalousie corrompt les plus beaux discours et les lui rend entièrement inutiles. Il faut donc que l'amour de la gloire fasse trêve avec le désir d'écouter. Par là, nous entendrons l'orateur avec autant de douceur et de tranquillité que si nous assistions à un banquet sacré ou à quelque autre cérémonie religieuse. Lorsqu'il aura réussi, nous louerons son talent, nous lui saurons gré de son zèle à nous communiquer ce qu'il sait, à nous faire goûter les raisons qui ont servi à le persuader lui-même. N'imaginons pas, au reste, que les belles choses qu'il dit lui naissent d'elles-mêmes et comme par hasard. Il les doit à son travail, à son application, et le fruit de l'admiration qu'elles nous causent doit être de les imiter. Le succès n'a-t-il pas répondu à ses efforts ? Recherchons avec soin les causes de sa chute. Un bon économe, dit Xénophon, tire parti de ses amis et de ses ennemis. De même, un auditeur attentif profite des bons et des mauvais discours. Une pensée commune, un terme impropre, une figure trop hardie, des signes extraordinaires de joie quand on s'entend louer, et tous les défauts de cette espèce nous frappent bien plus dans les autres que quand ils nous échappent à nous-mêmes. Appliquons donc à nos propres discours l'examen que nous faisons de ceux d'autrui. Voyons si nous ne tombons pas, sans nous en apercevoir, dans les fautes que nous relevons en eux. Rien n'est plus facile que la critique, mais elle nous devient inutile lorsqu'elle ne tend pas à nous corriger de nos défauts ou même à les prévenir. C'est alors qu'il faut se dire comme Platon « Ne suis-je pas tel moi-même » Nos yeux se peignent dans ceux des autres. Considérons ainsi nos discours dans ceux que nous critiquons. Il en résultera que nous blâmerons ceux-ci moins légèrement et que nous travaillerons les nôtres avec plus de soin. Il est utile, au sortir d'un discours qui nous a paru faible, et pour le fond et pour le style, d'entrer en lice avec l'orateur, de nous exercer sur un des points que nous avons jugés défectueux, de suppléer à ce qui n'est pas assez rempli, de corriger les imperfections, de donner aux pensées des tours et des expressions différentes, ou même de composer un discours tout neuf sur la même matière, comme Platon le fit pour une harangue de Lysias. Car, je le répète, rien de plus aisé que de critiquer les autres, rien de plus difficile que de faire mieux. Un Lacédémonien apprenant que Philippe avait détruit la ville d'Olynte, il ne lui serait pas facile, dit-il, d'en rebâtir une pareille. Lorsque nous ne serons sortis de cette lutte qu'avec un faible avantage, la conviction de notre médiocrité nous rendra moins méprisants et fera taire notre amour-propre. Les caractères doux et complaisants, bien éloignés de cette censure dédaigneuse, sont toujours portés à l'admiration, mais ce sentiment exige autant et peut-être plus de précaution. Un censeur orgueilleux retire peu de profit des discours des autres, un admirateur sans bornes y trouve plus de danger et justifie ce mot d'Héraclite, l'homme faible est blessé par tout ce qu'il entend. Louez donc avec candeur un orateur qui parle bien, mais ne croyez ce qu'il dit qu'avec discernement. Témoin indulgent de son langage et de son action, soyez un examinateur sévère de la sagesse et de la vérité de ses maximes. Par là, sans encourir la haine de personne, vous éviterez le mal qui pourrait en résulter pour vous-même, car combien d'erreurs, combien d'opinions dangereuses n'adoptons-nous pas par complaisance ou par crédulité. À Lacédémone, un homme de mauvaise mœurs, ayant ouvert un bon avis, les magistrats le firent proposer en public par un citoyen vertueux. Il voulait, par cette sage politique, accoutumer le peuple à juger des avis par les mœurs de celui qui les proposait plutôt que par leurs paroles. Mais dans les matières philosophiques, mettons à part l'autorité de celui qui parle, et jugeons des choses parce qu'elles sont en elles-mêmes. Dans un auditoire comme sur un champ de bataille, bien des choses n'ont pour but que d'en imposer. Les cheveux blancs de l'orateur, son geste, ses regards, ce qu'il dit à son avantage. Surtout les cris, les battements des mains et des pieds étonnent un jeune homme sans expérience, qui se laisse entraîner au torrent. Un style doux,
abondant et pompeux, en relevant le fond des choses, sert encore à l'illusion. Les musiciens qui chantent, accompagnés d'une flûte, couvrent à la faveur de cet instrument les fautes qui leur échappent. De même, un style riche et chargé d'ornements éblouit l'auditeur et trouble son jugement. On demandait à Mélantius ce qu'il pensait d'une tragédie de Denis à laquelle il avait assisté. « Je n'ai pas pu la voir, dit-il, tant elle était offusquée par les mots. » La plupart des sophistes, dans leur déclamation, non contents de cacher leurs pensées sous le voile trompeur des expressions, affectent encore un son de voix cadencé, une prononciation douce et chantante qui transporte l'auditeur hors de lui-même. Ils ne lui donnent qu'un vain plaisir, et n'en rapportent même qu'une gloire aussi vaine. Denis le tyran étant au théâtre, fut enchanté d'un musicien qu'il venait d'entendre, et lui fit les plus belles promesses. Le spectacle fini, il ne lui donna rien. « Je suis quitte envers vous, lui dit-il, car autant vous m'avez causé de plaisir par votre chant, autant je vous en fais par l'espérance. » Telle est la monnaie dont on paie ces vains déclamateurs. Admirés pendant qu'ils parlent, à peine ont-ils fini, que le plaisir qu'on avait à les entendre se dissipe et leur gloire avec lui. Les auditeurs ont perdu leur temps et les orateurs leur peine. Laissons donc la vaine pompe du langage pour nous attacher aux fruits. Ne faisons pas comme les bouquetières qui ne recueillent que les fleurs et les herbes odoriférantes pour en former des bouquets agréables à la vérité, mais dont le plaisir éphémère ne laisse aucun fruit après lui. Imitons plutôt les abeilles, qui, voltigeant sur les prairies émaillées de violettes, de roses et de jacinthes, préfèrent le thym le plus rude et le plus amer, y sucent ce qui peut entrer dans la composition de leur miel, et chargés de ce précieux butin, s'envolent dans leurs ruches pour vaquer à leur travail. Un auditeur raisonnable et curieux de s'instruire méprisera la parure affectée d'un style trop fleuri. Il rejettera même les pensées qui sentent la déclamation. Il les laissera pour servir de pâture à ces bourdons de la philosophie qui préfèrent le faux éclat du sophisme à la solidité du raisonnement. Il cherchera, par une attention profonde, à pénétrer dans la pensée de celui qui parle, à tirer de son discours le plus de fruits qu'il pourra. Il se rappellera sans cesse qu'il vient, non dans un théâtre pour écouter des farceurs ou des musiciens, mais dans une école de vertu, pour y apprendre à régler sa vie sur de sages maximes. Il rentrera donc en lui-même, pour sonder son propre cœur et juger de l'impression qu'ont sur lui les vérités qu'il entend. Il examinera si ses passions ont perdu de leur activité, s'il succombe moins à ses chagrins, s'il a plus de courage et de fermeté, s'il éprouve un enthousiasme plus vif pour le bien et pour la vertu. Quand on sort des mains d'un barbier, on se présente devant un miroir, on examine si les cheveux sont bien coupés et la barbe bien faite. À plus forte raison, en sortant d'un auditoire, faut-il considérer son âme, et voir si, dégagée des affections importunes dont le poids l'a surchargée, elle est devenue plus paisible et plus douce. Car ni le bain ni les discours ne sont utiles, dit Ariston, quand ils ne purifient pas. Il faut donc faire son plaisir du profit qu'on en retire. Non qu'on doive se proposer cette satisfaction pour fin de son étude, et sortir de l'école d'un philosophe en fredonnant un air, en faisant éclater une folle joie et se parfumer d'essence quand on a besoin de se baigner et de se frotter d'huile. Le discours de l'orateur fût-il aigre et piquant, il faut lui savoir gré de dissiper par ce moyen les nuages de notre esprit, comme avec la fumée on chasse les abeilles de leurs ruches pour en tirer du miel. Ce n'est pas que ceux qui parlent en public doivent absolument négliger la douceur et l'élégance du style, mais c'est ce dont un jeune homme doit d'abord le moins s'occuper. Dans la suite, il pourra s'y arrêter davantage. Les buveurs, après avoir étanché leur soif, s'amusent à considérer le travail dont les coupes sont ornées. Lui de même, il pourra tourner alors son attention sur les ornements et la richesse du langage. S'attacher dès le commencement moins au mérite des choses qu'aux grâces de l'atticisme, c'est imiter ceux qui refuseraient de prendre du contrepoison ailleurs que dans un vase de terre fait à Athènes. Qui, pendant l'hiver, s'il n'avait point d'habits faits avec de la laine des brebis d'Attique, ne voudrait point en mettre d'autres et préférerait d'être transi de froid sous un vêtement mince et léger tel que le style de Lysias. C'est par un effet de cette manie qu'une vaine subtilité, un babil méprisable ont remplacé dans nos écoles la raison et le bon sens.
Les jeunes gens n'y viennent plus apprendre quelles doivent être la vie, les mœurs et la conduite politique d'un philosophe. Ils ne s'occupent que des mots et des phrases, de la beauté de la prononciation, sans vouloir seulement penser si ce qu'on leur dit est bon ou mauvais, nécessaire ou superflu. Il est aussi des règles à suivre dans les questions qu'on peut proposer à un orateur ou à un philosophe qui parle en public. Un convive doit manger ce qu'on lui présente sans rien demander de plus, ni rien blâmer de ce qu'on lui sert. De même, quand on vient à l'école d'un philosophe pour s'y nourrir de la vérité, il faut l'écouter dans un profond silence, surtout si le sujet de son discours a été annoncé. Le distraire à d'autres sujets, lui proposer des questions étrangères à la matière qu'il traite, c'est se rendre importun, fatiguer les auditeurs et sans tirer aucun profit de ce qui se dit, troubler l'orateur et faire perdre le fil du discours. Celui qui parle demande-t-il lui-même qu'on lui fasse des questions ? Alors, n'en proposons que d'utile et de raisonnable. Les poursuivants de Pénélope se moquaient d'Ulysse, qui demandait non de riches présents, mais des restes sans prix. Ils regardaient comme la marque d'un grand cœur de demander des choses de grande valeur, aussi bien que de les donner. À plus forte raison, un auditeur se rendrait-il ridicule s'il jetait l'orateur dans des questions puériles et de nul intérêt. C'est un défaut ordinaire aux jeunes gens. Pour faire preuve de subtilité, pour étaler leurs connaissances en dialectique ou en mathématiques, ils proposent des questions sur la division de l'infini, sur le mouvement selon le diamètre ou selon le rayon. Le médecin Philotime fut appelé auprès d'un malade qu'un ulcère intérieur avait fait tomber en phtisie. Et comme il lui demandait de le guérir d'un panari, « Mon ami, lui dit Philotime, à qui son teint et son haleine faisaient connaître ce mal interne, ce n'est pas le panari qu'il faut traiter maintenant. Ce n'est pas à de telles questions que vous devez à présent vous arrêter, peut-on dire aussi à ce jeune homme indiscret. Travaillez plutôt à vous guérir de l'enflure, de la présomption, des amours et des plaisirs frivoles dont vous êtes l'esclave, à rétablir votre âme dans une santé parfaite, en la délivrant de l'orgueil et de la vanité. » Une autre attention qu'il faut avoir, c'est de se régler sur l'expérience et la capacité de celui qui parle, de l'interroger sur ce qu'il sait le mieux, de ne pas jeter, par exemple, un homme qui a fait son étude de la morale dans des questions de physique ou de géométrie, ni de vouloir qu'un habile physicien juge des propositions conjointes et réfute des sophismes. Entreprendre d'ouvrir une porte avec une hache ou de fendre du bois avec une clé, ce serait moins gâter ces instruments que se réduire à n'en faire aucun usage. De même, refuser ce qu'un orateur nous offre de son propre fond, pour en exiger ce qu'il n'a pas reçu de la nature ou acquis par l'étude, c'est se priver d'un bien qu'il nous présente, et se donner la réputation d'un homme méchant et mal intentionné. Évitez avec soin d'interroger souvent et de revenir par une vaine ostentation sur des questions déjà faites. Un homme qui aime à s'instruire, à se prêter au désir des assistants, écoute avec tranquillité les questions que d'autres proposent. Si cependant on se sentait pressé par quelque passion qu'il fallut réprimer sur le champ et qui exigea un prompt remède, il vaudrait mieux, selon Héraclite, découvrir aussitôt son mal et en demander la guérison que de le cacher mal à propos. Êtes-vous agité par un mouvement de colère, une crainte superstitieuse, une dissension domestique, un amour violent qui des désirs de l'âme ait troublé l'harmonie ? Gardez-vous, par la crainte d'une confusion salutaire, de détourner l'orateur sur d'autres objets. Écoutez-le avec attention pendant qu'il parle de ce qui vous intéresse personnellement, et quand il a cessé, prenez-le à part pour en conférer plus particulièrement avec lui. Ne faites pas comme la plupart des hommes qui, tant qu'un orateur parle des défauts des autres, prennent plaisir à l'entendre et l'admirent volontiers. Faut-il changer d'objet à sa censure et leur donne-t-il, avec une liberté généreuse, des avis personnels, il s'irrite, il le regarde comme un censeur importun et fâcheux. Il se figure sans doute qu'il faut écouter les philosophes dans les écoles comme les acteurs sur les théâtres, et que, dans les actions de la vie civile, ils n'ont rien qui les distingue du commun des hommes. À la bonne heure pour les sophistes qui, descendus à peine de leur chair, quittent avec leurs livres et leurs déclamations la gravité de leurs personnages et paraissent dans les actions les plus importantes de la vie aussi petits et aussi bas que le simple vulgaire. Mais dans les vrais philosophes, une parole sérieuse, un badinage, un signe de tête, un léger sourire, un air austère et plus encore les avis personnels qu'ils donnent sont, pour quiconque en sait profiter, d'une utilité réelle. Il faut encore, dans les louanges qu'on donne aux orateurs, garder un juste milieu. Le défaut et l'excès y sont également blâmables.
Un auditeur se rend odieux lorsque froid et immobile, plein d'une secrète présomption, d'une vaine estime de soi-même et persuadé qu'il dirait beaucoup mieux, il ne donne aucun signe d'approbation, ne profère pas une parole qui témoigne quelque satisfaction. Par ce silence obstiné, par cette gravité factice, il affecte la réputation d'un homme solide et profond. Il semble croire que les louanges sont comme de l'argent et que ce qu'un autre en reçoit est perdu pour lui. Le fruit que j'ai retiré de la philosophie des Épithagores, c'est de ne rien admirer. Il est des gens qui, faute de bien prendre le sens de cette parole, et confondant la dignité avec l'orgueil, ne veulent estimer ni louer personne et deviennent méprisants. La philosophie, il est vrai, en nous faisant connaître les principes des choses, nous ôte l'admiration et la surprise qui naissent de l'ignorance et du doute. Mais elle ne détruit pas la douceur, la grandeur d'âme et la bonté. Les hommes véritablement vertueux ne se croient jamais plus honorés que par l'honneur qu'ils rendent au mérite. Les distinctions qu'ils nous accordent sont pour eux-mêmes le plus bel ornement. Ils communiquent sans envie de leur surabondance. Trop d'économie à louer les autres annonce une grande indigence et beaucoup d'avidité. Il en est au contraire qui, emportés par leur légèreté naturelle, prodiguent les louanges sans discernement et s'extasient à chaque parole. Le plus souvent, ils déplaisent même à celui qui parle, et toujours aux auditeurs, qui, honteux de ne pas les imiter, sont forcés malgré eux de se récrier et d'applaudir à tout moment. Trop démonstratifs, trop impétueux dans leurs éloges, ils ne retirent aucun profit des vérités qu'ils entendent, et se font passer pour des railleurs, des flatteurs ou des ignorants. Un juge sur son tribunal doit écouter les parties sans faveur et sans haine, et rendre la justice d'après la vérité connue. Mais dans les assemblées littéraires, il n'est point de loi ni de serment qui défendent d'avoir pour l'orateur des sentiments de bienveillance. Les anciens avaient placé les grâces dans le même temple que Mercure. Ils insinuaient par là qu'il n'est point de lieu où l'on doive apporter plus de complaisance et de douceur que dans un auditoire. Ils ne supposaient pas un orateur assez dépourvu de talent pour être incapable de produire de lui-même ou en imitant les anciens quelque bonne pensée, de choisir avec intelligence son sujet, du moins de le bien disposer et de le revêtir d'expressions convenables. Ils savaient que dans le sein épineux des ronces, des chardons, on voit fleurir la douce violette. L'éloge du vomissement, de la fièvre publiquement récité, a bien trouvé des approbateurs, et l'on voudrait qu'un discours composé par un homme qui a le nom et la réputation d'un philosophe ne fournît pas à des auditeurs indulgents et faciles matière à quelque louange. Tous les objets aimables, dit Platon, font impression sur un cœur sensible. Il dit du nez Camus qu'il est joli, du nez Aquilin qu'il est royal, de ceux qui ont le teint blanc qu'ils sont enfants de Dieu, des bruns qu'ils ont l'air martial. Il n'est pas jusqu'à la pâleur qu'il désigne sous un nom favorable et qu'il juge digne de sa tendresse. Car l'amour est comme le lierre, il peut s'attacher à tout. À plus forte raison, un homme de lettres trouvera-t-il toujours quelque juste motif de louer un discours. Platon blâmait dans l'Isias l'invention et la disposition du sujet, mais il louait la clarté et l'harmonie des expressions. Peut-être pourrait-on reprendre aussi dans Archiloque le choix des sujets, dans Parménide la négligence de la versification, dans Phocylide une trop grande simplicité, la prolixité d'Euripide et l'inégalité de Sophocle. De même, entre les orateurs, l'un pêche dans l'expression des mœurs, l'autre traite faiblement les passions, un troisième est dénué de grâce. Ils ont cependant chacun leur talent propre d'émouvoir ou de plaire, qui donne lieu aux auditeurs à exercer leur complaisance. Il est même des orateurs qui n'exigent pas une approbation expresse. Un regard doux et gracieux, un air serein, une situation tranquille de la part de ceux qui les écoutent est assez pour eux. Ce sont là des choses d'usage et pour ainsi dire d'étiquette, à l'égard même des orateurs qui réussissent le moins. On ne peut se dispenser d'avoir, en les écoutant, une contenance modeste, le corps droit et ferme, le regard fixé sur eux, un air d'attention dans toute sa personne, une douce tranquillité répandue sur le visage, qui prouve que loin d'être méprisant ou difficile, on n'est pas occupé d'autres pensées ni partagé par d'autres soins que celui de les entendre. En toute chose, le bien est le résultat de plusieurs qualités qui concourent ensemble et forment par leur accord une harmonie parfaite. Le mal, au contraire, est produit en un instant par le défaut ou par l'excès de la moindre qualité. Dans un auditeur, par exemple, un front sourcilleux, un visage sévère, des yeux errants, une attitude penchée, des jambes négligemment croisées. Je dis plus, un clin d'œil, un signe de tête, un mot à l'oreille de son voisin, un sourire affecté, des bâillements indécents, un air morne et rêveur, et toutes les choses de cette nature sont des défauts répréhensibles qu'il faut éviter avec soin. La plupart des auditeurs s'imaginent que tous les devoirs sont du côté de l'orateur, qu'il doit avoir bien préparé sa matière et que pour eux, ils n'ont rien à faire.
Ils viennent donc, sans penser même à ce que la décence exige, prendre leur place dans l'auditoire, comme un convive va s'asseoir à la table, bien à son aise, tandis que ses hôtes se donnent beaucoup de peine pour bien le recevoir. Encore un convive a-t-il des bienséances à garder, à plus forte raison un auditeur, car il est pour ainsi dire de moitié dans le discours, et par conséquent obligé de seconder l'orateur. Ira-t-il donc rechercher scrupuleusement toutes ses fautes, peser toutes ses paroles et tous ses mouvements, tandis qu'il croira pouvoir commettre lui-même en l'écoutant 1000 indécences, sans qu'on ait droit de s'en plaindre? 2 joueurs de paume doivent bien s'entendre pour jeter et recevoir la balle comme il faut. Il est de même, entre l'orateur et l'auditeur, des pouvoirs réciproques de bienséance qui demandent de leur part la correspondance la plus soutenue. Les expressions dont on se sert pour louer ne sont pas non plus indifférentes. On n'aime pas à lire dans Épicure que les lettres de ses amis excitaient de la part de ses disciples des applaudissements outrés. Il en est qui introduisent dans nos auditoires des mots inusités, qui s'écrient que c'est divin, céleste, incomparable, comme s'il ne suffisait pas de ces expressions ordinaires dans Platon, Socrate et Hypéride. C'est bien, c'est sagement pensé, c'est écrit naturellement. Des éloges outrés déshonorent celui qui les donne et font tort à l'orateur lui-même, en laissant croire qu'il lui faut de ces louanges effectives que la vanité seule peut faire désirer. D'autres, non moins extrêmes dans leur manière, emploient le serment pour témoigner leur approbation. On dirait qu'il s'agit d'attester la vérité dans les tribunaux. Ceux-ci, par un oubli marqué des convenances, louent un philosophe sur la subtilité, un vieillard sur la finesse et les grâces, transportent au sujet philosophique les qualités qui conviennent à ces déclamations dont les jeunes gens s'amusent dans les écoles et donnent à des discours pleins de sagesse des éloges qui ne seraient faits que pour des courtisanes. C'est mettre sur la tête d'un athlète une couronne de lys ou de rose pour une de laurier ou d'olivier. Euripide récitait aux musiciennes qui devaient danser dans une de ses tragédies une pièce de chant composée avec beaucoup d'harmonie. Quelqu'un de ceux qui l'écoutaient s'étant mis à rire, « Si tu n'étais dépourvu de jugement et de goût, lui dit le poète, tu ne rirais pas d'un air composé sur la modulation mixolydienne. » Un philosophe, un homme d'État, pourrait de même réprimer les transports immodérés d'un auditeur trop démonstratif. Si vous aviez plus de jugement et de bon sens, lui dirait-il, vous n'auriez pas l'air de chanter ou de danser, pendant que je donne ici des leçons de morale, de religion, de politique et de gouvernement. En effet, quel désordre n'est-ce pas que, pendant l'entretien d'un philosophe, les assistants poussent de si grands cris et fassent tant de bruit que les passants puissent croire que c'est à des musiciens ou à des danseurs qu'on applaudit. Je ne veux pas non plus qu'un jeune homme soit insensible aux réprimandes. Ceux qui, peu touchés des reproches qu'ils essuient, ne font qu'en rire, et donnent même des louanges aux personnes qui les reprennent, ressemblent aux parasites qui ne louent jamais tant ceux qui les nourrissent que quand ils en reçoivent quelque affront. Ils veulent faire passer pour courage ce qui n'est qu'impudence et effronterie. Un homme d'honneur peut, à la vérité, sans se faire tort, souffrir gaiement une plaisanterie fine et délicate qui n'a rien d'offensant. C'est même une marque de cette libre franchise qui faisait le caractère des Spartiates. Mais c'est tout autre chose quand les reproches tombent sur leur besoin de réforme et sont accompagnés de paroles dures qui rendent encore plus amer le remède. Un jeune homme qui, loin de tomber alors dans la tristesse d'éprouver une sueur involontaire, un trouble violent, un remords intérieur qui le déchire, écoute ces réprimandes d'un air tranquille et n'y répond que par des plaisanteries déplacées, prouve que tout sentiment vertueux est éteint en lui, que l'habitude invétérée du vice le rend inaccessible à la honte, que son âme, endurcie dans le mal comme ces parties du corps où le calus s'est formé, ne peut plus être réveillée par l'aiguillon d'un remords salutaire. Il en est qui, par un caractère bien opposé, s'affectent tellement des premières réprimandes qu'on leur fait que, transfuges de la philosophie, ils l'abandonnent sans retour. Cette vive sensibilité qu'ils avaient reçue de la nature était une disposition à la vertu, mais ils la rendent inutile par leur molle délicatesse. Incapables de supporter avec courage des reproches utiles, ils se tournent vers des docteurs indulgents, des sophistes adroits et flatteurs, qui les amusent par des paroles agréables mais pernicieuses. Un malade qui, après une amputation douloureuse, s'enfuirait des mains du médecin sans attendre que sa plaie fût bandée, n'éprouverait que ce que le traitement a de pénible, sans en recevoir aucun soulagement. De même, un jeune homme qui, blessé par une correction sévère et piquante, s'éloigne aussitôt sans laisser à la plaie le temps de se refermer, ne remporte de la philosophie que les morsures vives dont son haine a été déchirée et n'en retire aucune utilité. Le fer qui l'a blessé deviendra son remède, a dit Euripide de Télèphe. La philosophie guérit de même les blessures qu'elle fait aux jeunes gens par les discours mêmes qui les ont causées. Il faut sentir le trait qui nous blesse, mais non s'abattre et se désespérer. La philosophie a d'abord, comme l'initiation au mystère,
Des lustrations pénibles, des cérémonies effrayantes, mais au sein même du trouble et du découragement, elle fait entrevoir une lumière douce et consolante. Les reproches qu'on essuie ne sont-ils pas mérités ? Il n'en est que plus beau d'écouter patiemment jusqu'au bout celui qui nous les fait, et quand il a fini de s'approcher de lui, de se justifier et le prier de réserver pour une faute véritable la franchise et le zèle qu'il montre à notre égard. Les éléments des sciences et des arts, toujours pleins d'obscurité, exigent beaucoup de travail et causent bien du tourment, mais les progrès successifs qu'amène l'habitude nous en rendent l'étude plus facile. Tout, pour ainsi dire, s'apprivoise peu à peu et nous devient familier. Ainsi, dans la vie, un commerce fréquent produit entre les hommes la plus étroite liaison. La philosophie ne présente d'abord, soit dans les sujets qu'elle traite, soit dans les termes qu'elle emploie, qu'une sécheresse froide et rebutante. Faut-il pour cela, effrayé de ce premier aspect, prendre lâchement la fuite et l'abandonner sans retour ? Ne doit-on pas plutôt tout tenter, tout mettre en œuvre avec constance, tendre sans cesse à de nouveaux progrès, jusqu'à ce qu'on ait acquis cette habitude qui enfin nous rend agréable tout ce qui nous est bon ? Elle ne tardera pas à venir, et sa présence répandra sur nos études une lumière abondante. Elle nous enflammera de cet amour pour la vertu qui seul nous attache constamment à la philosophie. Et quel autre qu'un cœur timide et lâche pourrait supporter tout genre de vie qui le séparerait d'elle ? Des jeunes gens sans expérience trouvent, il est vrai, dans les matières philosophiques, de grandes difficultés à vaincre, mais le plus souvent c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre des obscurités qu'ils y rencontrent. La faute est la même dans tous, quoiqu'elle ait des causes différentes, suivant la diversité des caractères. Les uns, retenus par la honte ou par la crainte de se rendre importuns à leur maître, n'osent l'interroger pour éclaircir et affermir leurs idées. Ils font mine d'avoir tout saisi, et ils ne tiennent rien. D'autres, par une ambition déplacée et une vaine émulation, ou pour faire montre d'une conception facile, assurent qu'ils ont tout entendu, quoiqu'ils n'aient rien compris. Qu'arrive-t-il de là ? Que ceux à qui la honte a fait garder le silence, aussi incertains, aussi embarrassés après la leçon qu'ils l'étaient auparavant, sont forcés de revenir avec plus de honte encore importuner leur maître et lui faire répéter ce qu'il a déjà dit. Pour ces hommes hardis et présomptueux, qui ont toujours soin de cacher leur ignorance, ils la rendent irrémédiable. Évitons également et la timidité des uns et l'arrogance des autres. Uniquement occupés de saisir et de comprendre tout ce qu'on dit d'utile, supportons, s'il le faut, pour y parvenir, les railleries de ceux qui se croient plus pénétrants que nous. Imitons à cet égard Cléante et Xénocrate. Nés avec un esprit plus lent et plus tardif que leurs condisciples, ils étaient les premiers à en plaisanter. Ils disaient que, semblables à des vases d'étroite embouchure ou à des plaques de cuivre, ils saisissaient plus difficilement les leçons qu'on leur donnait, mais qu'ils les retenaient mieux. Il faut, dit Phocylide, pour être homme de bien, avoir été dupé. Ce n'est pas encore assez, il faut avoir été moqué, bafoué, s'être vu l'objet de 1000 railleries piquantes pour parvenir, par les plus grands efforts, à triompher de l'ignorance. Il est au contraire des jeunes gens qui, par une paresse d'esprit naturelle, se rendent très incommodes à leur maître. Ennemis du travail qu'ils auraient à faire en particulier, pour mieux comprendre ce qui a été dit, ils le harcèlent, ils le fatiguent, en lui faisant 1000 fois les mêmes questions. Ils sont comme ces petits oiseaux encore sans plumes, qui bâillent à tout moment au bec de leur mère pour y prendre la nourriture toute mâchée. D'autres, voulant fort mal à propos passer pour des hommes attentifs et pénétrants, étourdissent l'orateur par leur babil importun. Ils lui proposent sans cesse des doutes frivoles et demandent 1000 éclaircissements inutiles. C'est rendre long le chemin le plus court, a dit Sophocle, et non seulement pour eux-mêmes, mais encore pour les autres. En interrompant coup sur coup l'orateur par des questions vaines et superflues, par des digressions hors de propos, ils suspendent sa marche et font perdre le fil de l'enseignement. Ils ressemblent, dit Hiéronyme, à ces chiens lâches et craintifs qui à la maison mordent les peaux de bêtes féroces et en arrachent les poils, mais qui dans les bois n'oseraient toucher aux animaux mêmes. Pour les esprits lents et tardifs, je leur conseillerais de s'attacher à bien saisir les points principaux du sujet qu'on a traité, de s'essayer ensuite à les remplir et de trouver, à l'aide de leur mémoire, ce qu'il faudra y ajouter. Le peu qu'ils auront retenu sera comme un premier germe, qu'il ne s'agira plus que d'accroître et de nourrir. L'esprit n'est pas comme un vase qu'il ne faille que remplir. Semblables aux matières combustibles, il a plutôt besoin d'un aliment qui l'échauffe, qui donne l'essor à ses facultés et l'enflamme pour la recherche de la vérité.
Que diriez-vous d'un homme qui, allant chercher du feu chez son voisin et trouvant le foyer bien garni, y resterait à se chauffer et ne penserait plus à retourner chez lui? Voilà l'image d'un jeune homme qui, prenant les leçons d'un philosophe, loin de s'appliquer à faire passer dans son âme la chaleur qui sortirait de ses discours, et se bornant au plaisir de l'entendre, se tiendrait tranquillement assis auprès de lui. Il pourrait en remporter une apparence de savoir semblable à ce rouge vif dont le feu nous colore, mais la chaleur de la philosophie ne détruirait point la rouille attachée à son âme, ni sa lumière n'en dissiperait les ténèbres. À tous les préceptes que j'ai donnés sur cette matière, je n'ajouterai qu'un mot. C'est qu'en même temps qu'on s'instruit par les leçons des autres, il faut s'exercer à inventer soi-même et à composer. Par ce moyen, on remportera de son étude, non un savoir d'ostentation comme les sophistes, ou des connaissances de pure spéculation, mais une science vraiment philosophique, qui formera dans l'âme une habitude permanente, car l'application à bien écouter est le commencement d'une bonne vie.